habillez, comment... Donc, il vous définit en fonction de ça. Du premier coup, si vous voulez, du premier coup. Après, ça peut changer, mais du premier coup, ils vous définissent en fonction de votre apparence. Pélidé, c'est bien la prononciation. Pédéti, pardon. Cette fois-ci, je vais l'enregistrer. C'est 7 fois, généralement, qu'on doit prononcer un nom avant de l'enregistrer. Pédéti, savez-vous à quel point votre apparence vous définit? Non, mais je dirais que quel menteur. Une raison particulière? En tant que femme, sexuelle et en tant que noire dans un milieu majoritairement, enfin, qui a un concept d'une majorité physique blanche. D'accord. Bonjour à la personne. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Venise. Venise. Donc enchantée. Donc Pédéti. Pédéti. Pédéti, pardon. Laura, Adissa et Franciane. Adissa, oui. Donc on va essayer autant que possible, je vais essayer de mémoriser les prénoms autant que possible. Mais l'objectif, ce serait que tout le monde vous appreniez par vos prénoms. Parce que là encore, c'est un petit peu travailler, c'est une manière de travailler sur notre image. Que souhaitez-vous faire? Vous faire communiquer de votre personne. Pour ça, je vais vous demander d'en discuter en groupe. Et ensuite, on aura une discussion. Et donc, il s'est rendu compte, avec ces statistiques, que 50% de l'apparence entre en compte dans le processus de décision, en matière d'affaires. On parle d'hommes d'affaires, cravatés. Donc, 38% la présentation, donc les petits détails, comme les ongles, les dents, la coiffure, et seulement 7% de votre présentation. Mais c'est ça, c'est pas dans certaines sociétés seulement, comme en France par exemple, où les gens, premièrement, effectivement, l'apparence, même, je dirais même plus de 55%. Alors qu'autre part, on vous définit plus par rapport à votre expérience professionnelle, votre parcours, etc. Mais ici en France, j'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus sur l'apparence physique. Je sais pas si ça dépend quand même du... Ces recherches, il les a faites sur tout le monde occidental. Donc l'Asie, les Amériques et l'Europe à l'époque. Et c'est réel. Donc c'est toujours, en fait, ces théories sont toujours étudiées dans les universités spécialisées dans la communication visuelle. Oui. Donc c'est la raison pour laquelle je vous laissais regarder les magazines. Ça signifie que chaque image qui se trouve dans un magazine est préméditée. Choix de la coiffure, choix du décor, choix de la couleur, choix de l'attitude, choix du maquillage, choix du photographe, choix des vêtements, choix du tissu. Tout est calculé. C'est la même chose pour la télé, c'est la même chose pour toute personnalité publique. Qu'on parle de Calix Beyala ou alors qu'on parle de Michael Jackson. Personne ne se retrouve devant les médias sans avoir fait appel à un spécialiste de l'image. Parce qu'il y a un message à faire passer à chaque fois. Donc, on va aborder l'esthétique et son origine. Donc, vous savez que l'esthétique, c'est un mot qui est d'origine grecque, qui signifie, on se souvient des cours de philosophie, baccalauréat, la science du beau. Donc, c'est la science du beau. Donc, il s'agit bien d'étudier en profondeur ce que c'est que le beau. Donc, ce que je vous ai proposé ce soir, c'est une analyse assez succincte donc de l'esthétique perçue en Occident. Donc, l'Occident, bien sûr, la source de la société, c'est la Grèce antique, l'Europe, et le continent, qui est l'Égypte, enfin, Kémet. Donc, et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? J'ai l'impression qu'on ne voit pas trop, mais enfin, moi, non, vous pouvez rester là, ça va. Ça va, vous arrivez à lire? Oui. Est-ce que je... D'accord. Alors, en Occident, l'apparence, et particulièrement le rôle du vêtement, depuis l'Antiquité, ça sert premièrement à lutter contre le froid. Ça, c'est l'urgence, parce que nous sommes dans des climats, bien entendu, où vous êtes obligés de vous habiller. Il y a des exemples de sociétés, en Afrique centrale en particulier, en Afrique du Sud. Je pense que vous connaissez les sociétés bantoues pygmées, qui ne portent pas les vêtements, nécessairement, parce qu'elles estiment qu'elles n'en ont pas besoin. Elles ont rejeté la culture du vêtement. Vous trouverez un peu la même chose chez les Maasai, pendant la saison sèche, qui évite aussi de porter les vêtements jusqu'à l'heure actuelle. L'occupation, parce que vous savez qu'on parlait de costumes tout à l'heure, on parlait de discrétion dans certains secteurs d'activité professionnelle, c'est très important, parce que c'est une culture où on fonctionne sur le regard. L'exemple typique, c'est quand on pense à tout ce qui concerne les autorités. Quand on pense à un médecin, il va très souvent être habillé en blanc.
Enfin, je pense aux médecins dans les hôpitaux. Quand on pense aux militaires, ils auront des tenues grises ou bleues, parfois kaki, en fonction de leur rang. Pareil pour les policiers, ça va être la même chose pour les pompiers, ça va être la même chose pour d'autres corps de métier. Donc c'est extrêmement important, ça ce sont les critères numéro 1, se protéger du froid, numéro 2, l'occupation, numéro 3, le pouvoir, à savoir le statut social. Nous sommes bien d'accord que je ne pense pas que quelqu'un ait vu une photo de Jacques Chirac en jogging. Ou alors il faudrait me la filer parce que ce serait intéressant pour mes recherches personnelles. Ou alors une image du président Kadhafi en costume, 3 pièces. Vous l'avez déjà vu? Non, non, jamais. Bon, c'est une des raisons pour lesquelles je l'apprécie. Bon, il y en a très peu, mais au moins pour ça, on ne le voit pas en Dolce Banana. Pas Gabbana Banana, hein, comme ça je l'appelle. Le gendre aussi, puisque ça permet de différencier. Vous savez que les sociétés occidentales sont très sexuées. Donc la femme, jusqu'au début des années 40, portait exclusivement des robes et des jupes en Occident, parce que c'était très mal vu de porter des pantalons, c'était vulgaire. D'où l'ouvrage, ça je vous renvoie à l'ouvrage de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe. Elle a été l'une des premières femmes à porter du rouge à lèvres en journée, une des premières femmes à fumer en public, et une des premières femmes aussi à porter des pantalons. Vous savez qu'elle enseignait dans les lycées, en terminale, vous savez qu'elle avait l'agrégation en philosophie, et elle a été expulsée du système d'éducation nationale pour ces causes-là, parce qu'elle fumait en public, elle portait du rouge à lèvres et elle portait des pantalons. C'est pour ça qu'elle est devenue une philosophe et une féministe. Donc le gendre, très important, et enfin l'âge. Parce que ça permet, normalement, à partir de l'habillement, on devrait pouvoir situer l'âge des gens. Donc les exemples de Jane Birkin, c'est pas bon ça. Porter des jeans et des t-shirts en étant grand-mère, elle n'obéit pas, c'est la raison pour laquelle elle est appelée bohème. C'est parce qu'elle n'obéit pas aux règles occidentales traditionnelles de l'apparence. Petite question, est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait donner dans notre culture? Quand vous observez par exemple les sociétés afro-caribéennes aujourd'hui, ou même dans le passé, dans vos souvenirs d'enfance, vous pensez à vos grands-mères, aux grandes-tantes, aux vieilles dans les villages, etc. Est-ce que vous pensez que nous fonctionnons sur les mêmes règles? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a une inspiration? Ça nous a été imposé, je dirais plutôt. D'accord. À partir de ça dépend de l'époque aussi. Ça dépend de l'époque. Avant l'invasion ou après l'invasion. Franciane, vous avez vu? Qu'est-ce que j'ai dit? Par rapport à ce qui se passe à la Caraïbe ou ce que Par vous avez rapport à pu nous, voir? Camille, ou par rapport à nous? Parce que nous, Par rapport à nous en général, pas occidentales, nécessairement donc, par rapport à nous, Camille, qui nous interrogeons sur... Si, mais on a cette règle aussi, parce que, vous voyez ici, par exemple, j'ai 50 ans, on me dira, qu'est-ce que tu fais avec cette jupe courte, c'est plus de ton âge. C'est vrai. Voilà. Et puis, avant, traditionnellement, il y avait cette histoire de coiffe qui pouvait dire, oui, à pointe ou un machin, qui disait, je suis une femme mariée, je suis une célibataire, et puis voilà. Les codes. Et puis, on a les vêtements de la semaine pour l'école, les vêtements du dimanche. Donc ça existe aussi. Mhm. C'est légèrement différent dans nos Oui. cultures, mais ça existe également. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas... Alors là, j'ai appuyé un mauvais bouton. Donc l'activité 2, je vais vous demander de vous concentrer sur ces deux photos et de me donner les premières impressions que vous avez dès que vous les voyez. Qu'est-ce que ça suscite chez vous de manière immédiate? La femme, la bourgeoisie. D'accord? Et là, Venise, Laura, même les couleurs. Qu'est-ce que les couleurs vous inspirent? J'ai entendu la nature, j'ai entendu la bourgeoisie, donc ça ce sont des points positifs. Les couleurs à notre époque, elles seraient mais, considérées comme telles. Exactement. À notre époque, ce serait considéré comme terme. Et on considérait que les couleurs pour la femme ne sont pas les mêmes, puisqu'on est inversé, et que le bleu est passé pour les hommes, Oui. alors c'était considéré. Le sens du bleu et du rose ont été inversés. Parce que ça, c'est la marquise de Pompadour. Donc j'ai fait exprès de prendre un personnage du XVIIe siècle
issus de la culture française. Vous savez que la culture française, à cette époque-là, était la culture dominante en Europe. Et le français était la langue la plus parlée dans toute l'Europe jusqu'à la moitié du XIXe siècle. Marquise de Pompadour, qui était-elle? La maîtresse officielle de Louis XV. Donc elle s'habille en bleu pour afficher justement son statut royal, de maîtresse officielle royale. Donc il y avait aussi un langage inhérent, enfin qui était non dit. Mais bon, c'était la première maîtresse. Elle portait aussi, comme vous voyez, des couleurs mauves. Le mauve était très difficile à créer à cette époque-là parce que les teintures n'étaient pas encore disponibles dans l'ensemble du pays. Donc c'était pas n'importe qui pouvait mélanger différents tissus et différentes couleurs. Et pour le vert, c'était la manière dont ils se représentaient la nature. Donc ils étaient très proches de la réalité. Ils essayaient de copier ce qu'on appelle la photo aujourd'hui. Bon, vous connaissez l'art contemporain, je ne vais pas vous faire de dessin, Picasso, etc. Sa manière de représenter la nature ressemble peu à la nature. Donc à une certaine époque, ils ont été quelque part inspirés par nos ancêtres, les Kémètes. C'est-à-dire que les choses, ils les représentaient telles qu'ils les voyaient, et certaines couleurs étaient utilisées pour annoncer certaines choses. On parlait d'apparence tout à l'heure, d'identité, de communication visuelle, de messages à faire passer. Elle, dès qu'on la voyait, on savait directement qui elle était. Parce que ce n'était pas n'importe qui s'habillait en bleu dans ce genre de tissu. Ah, vous avez des questions à poser? Excusez-moi, parce que j'ai... Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à la poser, hein, parce que je sais que j'essaie de faire des références culturelles assez proches de ce qu'on connaît. Donc la beauté dite occidentale, donc je pense que ce n'est un secret pour personne. Je suis très étonnée que personne n'ait pris le seul magazine caucasien que j'ai amené. Tous les autres magazines étaient afro-caraïbes, et puis le seul que j'ai amené caucasien, en plus c'est le dernier Elle, qui parle des dernières collections, avec Kaira Naili. Personne ne l'a pris, peut-être parce qu'elle n'était pas blanche. Parce que, non, sérieusement, de manière inconsciente, beaucoup d'entre nous ont assimilé, tout comme les Occidentaux, que la grande blonde, châtain clair, yeux clairs, corps ectomorphe, je ne sais pas si vous êtes familier avec la notion d'ectomorphe. Non. On va revenir là-dessus rapidement. Moi, je trouve qu'elle fait peur, mais bon. Oui, oui. Oui, parce que j'ai pris une image extrême, en fait, en noir et blanc, pour ne pas justement... difficulté, hein. Parce que quand le noir et blanc, ça permet de voir les gens tels qu'ils sont. Quand on met de la couleur, les gens sont distraits par la couleur. Vous savez qu'il y a des gens qui ont une maladie des yeux qui fait qu'ils ne voient pas la couleur. Donc les gens qui ne voient pas la couleur, ou certains animaux ne voient pas la couleur. C'est comme ça qu'ils les voient. Comme des albinos, littéralement, comme des fantômes. Mais nous, on a l'option de voir avec la couleur, donc effectivement, et c'est là que vous comprenez un petit peu le jeu de la manipulation dont nous sommes victimes. Donc le corps ectomorphe, il y a 3 types de corps qui existent. Vous avez le corps mésomorphe, ectomorphe et andromorphe. Donc le corps ectomorphe, c'est le corps qui ressemble à un corps d'enfant. Donc le moins de formes possible, le plus droit possible. Et c'est le corps qui est le plus utilisé dans les magazines. Pour les pervers pédophiles. Alors j'adore ça parce que c'est exactement l'objet. Mais c'est exactement ce corps-là. Ben oui, ça. Donc c'est un corps masculin, masculin et féminin. Parce que ça, c'est l'idéal de beauté féminin-masculin. Je pense que vous reconnaissez ces images. Hein. Vous avez déjà vu ce genre. Là, c'est la publicité d'une marque de homosexuel. Voilà, très connue. Là, c'est un groupe de rock des années 80. Donc c'est vrai qu'à l'époque, ils étaient très chevelus. Et de loin, on pourrait penser que ce sont des femmes. Les 4 sont des hommes, je vous rassure. Alors regardez comment ça se retransmet chez nous. Oui, oui. Très masculine, parce qu'elle avait quand même une gorge. Elle a la gorge d'un homme, Tina Turner. Avec l'âge, on s'est rendu compte. Elle est musclée. Elle est très musculeuse et elle avait la coiffure des années 80. Donc après, vous comprenez le phénomène Beyoncé aujourd'hui. On l'a juste féminisée, mais c'est la même. Oui. La présence, le côté sexy, les superbes jambes, la peau claire, le rouge, bon, la publicité derrière. Et puis là, c'est l'idéal dont on parlait, le corps ectomorphe, c'est-à-dire une ligne, et tout est caché, c'est très masculin. C'est un enfant, un corps d'enfant, avec un visage de femme, et encore. Parce que de loin, certains hommes, vous voyez, entre l'homme et la femme, la distinction n'est pas claire. Et en plus, on l'habille en noir pour créer le choc encore de manière plus intensive. On l'habille en prêtre. Sachant que les prêtres sont forcément des hommes. Donc là, cette image-là, c'est en fait c'est une image que j'ai tirée d'un magazine pour lesbiennes.
Ah ouais. Ah ouais. Et là, je l'ai tiré d'une publicité. Ouais, bah, Non, mais ça nous permet de pouvoir comprendre un peu comment est-ce qu'ils jouent avec l'image et les couleurs. ouais, c'est On parlait de couleurs tout à l'heure. Elle porte du gris parce qu'elle est entre deux cultures, elle est entre deux sexes. Le gris, c'est Elle porte du noir parce que c'est l'autorité. Enfin, le noir, c'est en principe, c'est ce que ça signifie, c'est l'Église. Généralement, ce sont les prêtres, mais les prêtres sont homosexuels. La même couleur. Bon, enfin, excusez-moi si vous avez. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas de catholiques dans la audience. Même si, Mais bon, enfin, mais vous voyez un peu le jeu, le langage subliminal. Il porte du noir, c'est du cuir, parce que c'est une matière qui glisse, qui est douce, très sensuelle. Et là, on vous fait mettre un costume de prêtre à une femme, qui littéralement ressemble à un homme, et c'est dans un magazine de lesbiennes. ça ressemble à un Et homme. puis là, bon, bah, pas de commentaires. C'est des hommes qui de loin ressemblent à des femmes. Donc ça, ce sont leurs idéaux qui nous ont retransmis. de rock qui est là. Je ne sais pas si c'était Europe ou Eurosmith, mais enfin un des... Bon, bref, il y en a eu tellement à cette époque-là. Donc là, c'est pareil, ce sont des représentations au cours, des représentations qui sont communes, parce que je pense que vous reconnaissez les personnages. Bon, à part celui-là, ça c'est une peinture de Rembrandt, 17e siècle. Mais là, c'était la mode des années 30, donc elle était très masculine, c'est ce qu'on a repris dans les années 80, ici. Donc Grace Jones, Dynasty, donc les épaules très larges et le bassin très, très étroit. Mais ça, ce sont des types de corps qu'on retrouve dans notre peuple. Vous savez, beaucoup de femmes noires ont ce genre de corps-là. Donc ils l'ont pris dans les années 30, et les années 30, je vous rappelle, c'était Picasso avec l'art nègre. Donc vous voyez le lien. Lui, il part en Afrique, il voit ces statuettes, il arrive, il fait des dessins, et ensuite de ces dessins-là, on crée des costumes, et à partir de là, on écrase la femme blanche, parce que la femme blanche, vous savez qu'elle est généralement avec des épaules étroites et des bassins larges. Donc, leurs idéaux sont toujours axés par rapport à nous, d'une manière ou d'une autre. Et ils essaient d'adapter à leur marché. Donc ils ont essayé cela. Donc ensuite, Chanel est venue, elle a cassé cette silhouette-là, même si elle avait cette silhouette-là. Ensuite, on est arrivé à l'autre extrême. C'est comme ça que l'anorexie s'est globalisée. Donc c'est Twiggy dans les années 60. Donc le mannequin, c'était la Kate Moss des années 60. Aujourd'hui, elle fait Mark & Spencer, elle fait la publicité 40 ans plus tard. Mais elle était squelettique. Et elle n'avait aucune rondeur. Ses os étaient extrêmement petits, extrêmement fins. Donc elle ressemblait à un petit garçon. Pardon ? Pour rentrer dans ce genre de vêtements. Voilà. Parce que c'était l'avènement de la mini-jupe. Il fallait avoir des jambes très fines. Ensuite, on passe à Lady Di, que vous connaissez. Pareil, elle a un corps, il n'y a pas de courbe. Elle n'a pas, elle n'a pas beaucoup de fesses, elle n'a pas tant de poitrine que ça, juste ce qu'il faut. Elle n'a pas le corps de Marilyn Monroe. Elle a un corps en rectangle. C'est l'exemple parfait de l'ectomorphe. Et en plus, elle conservait ses cheveux courts. Allez savoir pourquoi. Parce que quand on est grande, généralement, on essaie de faire pousser ses cheveux pour paraître plus petite. Donc c'était là encore, il faudrait s'interroger sur... mais bon, elle était dans une situation aussi... c'était une princesse, l'autorité, elle s'habillait souvent en bleu. Très souvent en bleu, parce qu'elle était royale. Alors vous allez me dire, le lien avec elle, c'est la même chose. C'est strictement la même chose. La couleur des cheveux, la couleur des yeux. On parlait tout à l'heure des canons de beauté, yeux clairs, blondeur. C'est ce qu'on retrouve chez elle. Le corps, ils ont essayé d'améliorer, c'est-à-dire il fallait que ce soit un produit qui se vende. Donc, vous voyez Tina Turner, c'est le même produit, mais version ectomorphe. Sauf qu'elle a un peu plus de poitrine. Et vous voyez qu'ici, c'est pas aussi... C'est pas Beyoncé. Donc c'est l'ectomorphe, mais un peu plus pin-up. En fait, elle est entre les deux. Et puis là, c'est le XVIIe siècle, on représentait la femme telle qu'elle était, à l'époque. Donc comment est-ce qu'on est passé de ça à ça? Que s'est-il passé? Et ce sont les mêmes personnes, c'est dans la même culture. Ça veut dire que toutes les décennies, on change d'apparence. Qui est-ce qui change? Qui est-ce qui décide? Est-ce qu'on demande aux femmes? Non. On parlait de bombes sexuelles, d'objets sexuels. Effectivement, parce que ce sont des sociétés complètement asexuées, où le rôle de la femme et le rôle de l'homme sont prédéterminés et ne changent pas. Et c'est vrai que quand on pense au XVIIe siècle de Rembrandt, la femme ne travaillait pas. Enfin, la femme bourgeoise ne travaillait pas. Elle s'occupait des enfants, elle était la mère du foyer. C'est la même chose. Lady Di, ça l'ennuyait. C'est une des raisons pour lesquelles elle n'a pas tenu. Parce que c'était pas une vie pour elle, elle était trop jet set. Alors, notre image
Donc on continue sur la thématique. Donc on a vu Tina Turner, on a vu Tyra Banks, et là on arrive au phénomène Beyoncé. Donc quelle est la différence entre ça et ça? Honnêtement, On n'a pas. quelle est la différence entre ça et ça, à part qu'elle est noire? Qu'est-ce que ça vous suscite? Il n'y en a pas, c'est un copie. Laura, À part la couleur de peau, il y a On a adapté. Laura, on parlait d'apparence et on parlait de comment est-ce qu'on est perçu. On parlait tout à l'heure, j'ai entendu le mot d'objet sexuel. Qu'est-ce que ça vous inspire? Adissa, qui est un homme. Elle est belle, Beyoncé, non? Non, franchement, moi, je l'aime pas. c'est ça. Mais Non, de mais prime c'est abord, vrai, c'est vrai, de ça. manière instinctive, une photo comme celle-là d'une femme dans une tenue Très sexy. suggestive, Ouais, qu'est-ce que ça inspire? ouais, ça attire. Ça attire le regard. Ça attire le On est regard, d'accord. forcément, ouais. J'ai pas beaucoup entendu Johanna. Johanna, les Barbies, qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que la Barbie noire, je sais pas si vous voyez, elle a les yeux clairs. Et les cheveux longs. Voilà, les cheveux qui sont détendus. Ils sont volumineux, mais ils sont quand même ils vont vers le bas. Ils regardent pas le haut. Alors naturellement, ses cheveux doivent regarder le haut. Ça ne correspond pas réellement à la femme noire en fait. Ça correspond plutôt À la femme noire occidentalisée. d'autres personnes, d'autres points de vue. Mais on peut trouver des femmes noires comme ça. C'est C'est vrai. Bah c'est oui. pas, oui, mais c'est pas la majorité. Oui, mais C'est c'est... pas peut-être pas la majorité, mais on en trouve. Parce que ça, c'est une photo de Barbie dans les années 50. Et puis bon, la Barbie noire est sortie au début des années 80 aux États-Unis. Donc l'époque des Tina Turner et autres. Whitney Houston. Elle a été faite. Parce que c'est bizarre parce que la Barbie noire est plus vêtue que la Barbie blanche. C'est ça que je voulais entendre. Ah ouais, c'est C'est vrai. La Barbie c'est noire, comme ouais, ça. nettement plus vêtue que la Barbie blanche. Même si c'est la Barbie des années 50, à chaque fois qu'on représente une Barbie blanche, Elle a dans les elle est boutiques, vous habillée, verrez qu'elle est oui. toujours complètement vêtue. habillée. La Barbie noire, elle vient de la Caraïbe, elle est toujours en maillot de bain, même en hiver. Donc il y a un problème. On nous sexualise, nous sommes sexualisés, Sursexualisé. Voilà. sursexualisés. Je suis tout à fait d'accord. Et après, vous étonnez d'avoir. J'aime beaucoup Beyoncé, mais bon, vous Regardez. étonnez. Bon, elle essaie de ressembler à la blonde, puisqu'elle se blondit les cheveux. Hein. Oui, On est oui. bien d'accord. Elle met la même robe, hein. C'est la même robe, elle a les mêmes formes. Mais bon, elle est un peu trop dévêtue, parfois. Quand on la voit sur scène, elle est souvent en maillot de bain. En lingerie même. Ouais, c'est vrai, souvent- non. elle est beaucoup moins vêtue que sur cette photo. Mais c'est la mode, On hein. oublie même que c'est une chanteuse en fait. Ou alors c'est la Ouais. même chose avec Rihanna. C'est une robe, mais regardez quand même les fesses. Oui, non, c'est noir. Hein, c'est noir. Ça, Non, mais Beyoncé. elle avait plus de fesses comme ça, elle avait de jolies fesses avant Beyoncé. Elle a maigri, Mais grâce c'est pas- mais c'est pas vraiment la Oui, mais c'est normal Mais qu'elle c'est ait. pas- J'ai c'est entendu pas- ce terme-là c'est- maigrir, mais voici son modèle. Elle doit ressembler à ça. Ah, Donc c'est la ces tête de rondeurs, forme, hein. ces Elle est rondeurs plus d'africaine, il faut comme ça. qu'elle les fasse ressembler à ceci. Non, c'est pas qu'elle ait des fesses Naomi qui Campbell, me elle est exactement dérangent, comme hein. ça. C'est que la robe prend trop la courbe de la... Ben, c'est sexy. C'est fait exprès. Ah, c'est très Elle aura beau- suggestif. Elle aura beau maigrir comme elle veut, de toute façon, elle ne Elle perdra aura- pas elle- l'Afrique. Hein, Alors on en revient à c'est notre en chat, alors. conception de l'esthétique. Notre conception de l'esthétique, à l'initiale, elle est d'abord basée sur l'âge. Les femmes s'habillent d'abord en fonction de l'âge. C'est-à-dire que la manière dont il y a certains tissus, encore jusqu'à présent en Afrique, qui sont portés que par des femmes ou des jeunes femmes, ou des femmes qui viennent de se marier, ou des femmes qui sont veuves, etc. Ça existe. On prend l'exemple par exemple au Burkina Faso. Quand une femme vient de perdre son père ou sa mère, ça se fait encore, on rase complètement la tête. Parce que c'est une façon de donner une part de vivant à l'être aimé en signe d'amour en fait. Si je pouvais donner quelque chose pour amener mon père ou ma mère à la vie, je donnerais mes cheveux. Vous savez comment c'est dur de faire pousser nos cheveux. Ça prend du temps. Donc on rase complètement la tête. Donc ça se fait encore pas seulement au Burkina Faso, mais surtout dans cette région-là. Et ça se fait surtout quand la femme a déjà eu des enfants elle-même. Quand elle est jeune fille, on peut tolérer qu'elle ne le fasse pas. Mais quand elle est déjà mère, on s'attend à ce qu'elle le fasse. Donc l'âge, le gendre, parce que pour nous, c'est dès le vêtement, on doit savoir l'âge et si c'est un homme ou une femme. Ça doit être clair. Pour éviter, comme vous avez vu, les ambiguïtés. Où une femme est habillée en homme, un homme porte des tenues moulantes et des cheveux. On évite ce genre de choses dans notre culture. L'occupation aussi, donc le statut social, hein, à savoir, on reconnaissait le chef du village, on reconnaissait les prêtres, le griot, on reconnaissait l'agriculteur, le guerrier. C'est vrai. Et ça, je vous ramène au musée du Louvre, au musée des arts africains. Vous avez des statuettes en bois, en bronze,
les différentes castes sociales qui existent encore jusqu'à présent. Le griot ne s'habille pas de la même façon, c'est légal, que le commerçant, jusqu'à présent. Si vous allez dans les villages, je ne parle pas de Dakar. Dakar, c'est Ouais, c'est occidentalisé. la Tour Eiffel en Afrique. D'accord. Bon, l'ethnicité aussi, c'était très important. On parlait tout à l'heure je n'aime pas le terme tribu, parce que le terme tribu est un terme, on parlait d'anthropologie, des autres qui nous définissent, alors que les Bretons sont aussi une tribu. Hein. L'ethnicité, pourquoi? Parce que certaines coiffures, comme vous le savez, en Éthiopie, elles ont des coiffures particulières. Quand vous allez maintenant au Congo, par exemple, les femmes Mumbetu, je pense qu'il y a des ouvrages sur ces femmes-là, ce sont les femmes qui faisaient des coiffures très élevées. Et c'était aussi c'est une culture, jusqu'à présent, on aplatissait les têtes des gens. Des têtes des bébés, ouais. Voilà, de manière à ce que... Donc, l'ethnicité était très... Et la manière dont on se coiffait, dont on portait le vêtement, devait définir le groupe auquel on appartenait. Un Ashanti ne s'habillait pas de la même façon qu'un Zoulou, ne s'habillait pas de la même façon qu'un Berbère. Hors de question. Et un Berbère de Tunisie ne s'habillait pas de la même façon qu'un Bédouin du Maroc. Impossible. Jusqu'à présent, d'ailleurs. Le pouvoir, donc il fallait qu'on sache qui était qui, à partir de l'habillement. Et ça c'est depuis l'Égypte. Jusqu'à présent, on doit savoir qui est qui quand on arrive quelque part dans une ville. Mais dans certaines villes, on va dire plutôt dans les villages, où c'est resté encore très fort. Je pense surtout à l'Afrique du Sud, où en Afrique du Sud, on sait qui sont les sages. Vous savez, ils ont ce qu'on appelle les omas, qui sont les sages. Et généralement, ce sont des femmes. C'est une caste de femmes. Il y a quelques hommes, mais ce sont les femmes qui font le rôle de sorcier, entre guillemets. J'aime pas cette appellation. Non, mais bon. de prêtresse. Guérisseurs, prêtres et guérisseurs. Prêtresse. Et enfin, la religion. Donc la religion, c'était... Le spirituel a toujours été important, mais c'était le dernier élément. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'élément le plus fort. Parce que quand je vois des sœurs voilées, excusez-moi, Ouais, se balader dans la rue déguisées en ninja, ouais. moi je leur pose la question, non, je leur pose ça vient d'où? Je leur demande comment votre famille a été islamisée. Parce que si on les a islamisés par les sabres, est-ce que ça vaut le coup de se déguiser en ninja? De ne pas, c'est-à-dire porter un accoutrement et puis se balader. Si vous ne voulez pas vous montrer, vous restez chez vous. Mais bon, alors qu'aujourd'hui, dans certaines de nos contrées, la religion est passée en première position. On parle de voile, ça veut dire que la religion est plus importante. On ne sait même pas qui est dedans, si c'est un homme ou si c'est une femme, mais on sait que la personne est voilée. On sait qu'elle est musulmane. Donc on commence à s'y perdre un petit peu. Beauté continentale. Donc finalement, c'est les mêmes critères en fait, finalement. Nos critères n'ont jamais changé. Oui, n'ont jamais changé, oui, tout à fait. Sauf ceux qui ont changé ou qui sont en train de changer, ce sont des influences extérieures, comme l'islam par exemple, où la religion passe en première position alors que ça devrait être l'âge. Avant la culture. Exactement. C'est l'âge d'abord, c'est le gendre. Quand ces personnes sont déguisées, enfin pour moi c'est des déguisements, parce que c'est des fantômes volants, enfin je ne sais pas ce que c'est. Parce que ici, en France, bon, le président a essayé quand même de temporiser. Mais au Royaume-Uni, vous ne voyez même pas les mains. C'est carrément, c'est Batman. Vous ne voyez rien. Vous ne voyez même pas les yeux, elles mettent des grillages. Donc, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous ne savez pas si vous pouvez dire monsieur ou madame. C'est Vous violent. ne savez pas si c'est quelqu'un de jeune ou quelqu'un de mûr. Vous ne le savez pas. Parce que la religion a pris le... Et quand ces gens-là, quand il s'avère qu'on voit une particule de peau et qu'on voit que la personne est probablement noire, on se demande, mais... Et après, ils osent vous dire, je suis africain. Je leur dis, excusez-moi, africain, c'est un mot arabe, déjà. Donc je comprends qu'effectivement, vous en êtes un. Moi, je suis nubienne. Donc, beauté continentale, donc l'Égypte antique, vous reconnaissez Néfertiti. L'Afrique centrale, donc l'actrice nigériane Geneviève Nnaji, donc, qui est une superstar. Mais bon, vous reconnaissez, le visage est plutôt rond, ovale. Là, elle a un visage parfaitement ovale aussi. Donc ça, ce sont plutôt nos traits. On a des visages ronds ou ovales. On a rarement des traits carrés. Ça, c'est très... Il y a une seule tribu, à ma connaissance, au XVIe siècle, c'est les Ibo au Nigeria, qui peuvent avoir les traits carrés, que vous retrouvez dans les musées. C'est eux qui se battaient avec les Portugais. L'Empire du Bénin, ce qu'on appelle l'Empire du Bénin jusqu'au XVIIe siècle, leurs guerriers avaient été tous Ibo, exclusivement, parce que c'était une tribu de guerriers à l'origine. Maintenant, ils sont devenus chrétiens, donc il n'y a plus de guerre. C'est les Yoruba qui ont pris le dessus. Donc, Afrique de l'Est, vous reconnaissez donc Alec Wek, le top modèle soudanais, qui était très contesté. Vous connaissez également, je ne me souviens plus de son nom, mais la nationalité canadienne, elle aussi l'Afrique de l'Est.
Donc, vous voyez là pas encore, l'effigie de machin qui est là, H&M, elle ressemble trop. ça c'est Lia Kebede, elle est éthiopienne. Elle est pas éthiopienne. Parce que j'ai vu là, dernièrement, là, récemment, il y a quelques mois, pendant Noël, je sais plus, il y avait deux sœurs, il y avait deux blacks. C'est Waris Dirye. Ce sont deux éthiopiennes. Waris Dirye est somalienne. C'est elle qui a fait le film, sur l'excision. L'excision. Et Lia Kebede jouait le rôle de Waris Dirye. D'accord. Ok. Donc Waris Dirye est somalienne, donc c'est ce genre de visage-là, et Lia Oui. Kebede est éthiopienne. Donc elle, je me souviens plus, excusez-moi. Et puis bon, Myriam Makeba, qui est une Bantou. Donc là, vous avez les Bantous d'Afrique du Sud, vous avez les Bantous d'Afrique centrale. Donc ce sont les mêmes peuples, les mêmes traits. Donc c'est vrai que c'est difficile d'identifier si quelqu'un ne vous dit pas « je suis d'Afrique du Sud » ou « je suis du Nigeria ». Parce que ça pourrait être, ou d'Ouganda. Ce sont les mêmes visages. Même chose pour l'Afrique de l'Est. Moi, j'ai déjà rencontré des Rwandais avec ce visage-là, ou des gens du Burundi, ou même des Somaliens. Et inversement, des gens comme ça, et qui vous disent « ah mais moi je suis du Soudan », ou « je suis de Tanzanie ». Parce que c'est pour ça que j'ai regroupé en régions, Afrique de l'Est. Parce que quelqu'un qui a ce visage-là, en Afrique centrale, ça va être difficile. Ou alors ça veut dire que dans la lignée, il y a eu quelqu'un qui venait de cette région-là. Ou peut-être, même chez les Peuls, on ne trouve pas ce genre de visage. C'est pas exactement la même chose. Et puis, Égypte antique, qu'on trouve toujours, je ne sais pas si quelques-uns, il y a des gens ici qui ont été en Afrique du Nord, vous avez encore des gens comme ça. Moi, quand j'y étais, au Maroc, les gens me parlaient arabe. Pourtant, j'avais des nattes, bien tressées, etc. Les gens me parlaient arabe à tous les coins de rue. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, parce que, surtout à Marrakech, à partir de Marrakech, tous les gens ont la peau sombre. Très sombre, noire même. Même le Marocain moyen va vous dire le Sud, mais c'est l'Afrique. Noir. L'Afrique de l'Ouest, on y arrive. Donc là, c'est une photo d'un livre d'ethnologie. Donc c'est une berbère d'Algérie, du sud de l'Algérie. Donc vous voyez que, bon, quelle est la différence? Quand j'entends les gens dire qu'ils sont berbères en Algérie, je leur demande toujours de préciser en quelle région, parce que je sais que les berbères du sud, ils sont comme ça. N'importe lequel d'entre nous pourrait aller dans le sud de l'Algérie. Et il blend, enfin je veux dire, il serait dans son élément. Donc Afrique de l'Ouest, donc la chanteuse Angélique Kidjo. Donc là encore, on voit les traits bantous, visage rond ovale, qu'on voyait tout à l'heure en Afrique centrale et en Afrique du Sud aussi, Myriam Makeba. Et puis là, le Sahel, ou l'autre partie de l'Afrique de l'Ouest, on parlait des Peuls, donc le mannequin Katusha. Vous savez qu'elle est morte il y a Qu'elle est morte, ouais. dans des conditions Mystérieuse dans très la bizarres. salle. Bon, bref. Donc elle, c'était une Peule de Guinée, me semble-t-il. Parce que c'est vrai que les Peuls, mais c'est vrai que les Peuls sont d'origine éthiopienne. Ce sont des Éthiopiens qui ont traversé le Sahel. C'est pour ça qu'il y a certains traits, mais bon, ils se sont quand même... On sent qu'il y a eu des mélanges avec les populations type mandingue. Parce que la structure du visage est différente. Mais bon, après, ça, c'est... Je vous invite à feuilleter les livres d'anthropologie, d'ethnologie. Vous avez des questions particulières par rapport à la conception esthétique faite par les Occidentaux et notre conception esthétique? Donc on a vu qu'elle n'a pas changé, notre conception. C'est-à-dire pour nous, l'âge, le sexe, ce sont les deux premiers critères. On a vu que chez les Occidentaux, c'est plutôt le froid. Il faut lutter contre le froid et ensuite se positionner socialement, avant même d'identifier si c'est un homme ou une femme. Donc on a vu également que nous avons nos visages qu'on peut répertorier par secteur, de manière grossière, quoique ça s'est compliqué avec les épisodes des enlèvements d'il y a 500 ans, parce que maintenant les gens se sont mélangés. Donc quand les gens, par exemple, je sais que j'ai vu un reportage, c'était il y a quelques jours, de 6000 Afro-Américains qui sont partis sur les côtes du Cameroun, parce qu'ils avaient fait, vous savez qu'il y a un test du sang. Alors je ne sais pas combien ça coûte ici, je sais qu'en dollars américains c'est 150 dollars américains, et on vous dit exactement à quelle tribu vous appartenez. Donc ils sont allés, et effectivement, les gens avaient un peu toutes sortes de visages, à cause des mélanges. Mais c'est vrai que dans le test génétique, on peut toujours retrouver jusqu'à la tribu d'où les gens viennent. Donc pour ceux qui souhaitent le faire, moi je les invite à le faire. Je veux dire, Oprah Winfrey l'a fait, Michael Jackson l'a fait. Enfin, je veux dire, toutes les célébrités afro-américaines le font. Et ça vaut le coup. Ça permet de voir aussi où est-ce qu'on se situe au niveau des visages, aussi. Et puis génétiquement. Je serais divisée aussi dans le milieu du maquillage, par exemple, ou dans les vêtements. Parce que quand on dit Pantene 625, c'est cette couleur-là, pas autre chose. Tout le monde sait à quoi on fait référence. Donc là, c'est volontairement que j'ai choisi. Alors, comment vous appelez cette symbolique-là? Quel est le symbole?
Attention, c'est dans un cercle et dans un carré. C'est pas une étoile de David. Hein. Ça, c'est un symbole qui existait, qui vient de l'Égypte ancienne d'ailleurs, qui est antérieur à l'étoile de David. Symbole de la féminité, de la masculinité. Voilà. Donc c'est l'être humain en fait. D'accord. Dans un cercle. Vous savez que le cercle, en fait, quand on le détruit, ça donne un carré. Et un carré, quand on le détruit, ça donne un cercle. Donc ça, c'était le tout. Ça symbolisait le monde. Avant que 6000 ans, il y a à peine 6000 ans, un groupe de bédouines dans un désert décide que voilà, c'est le signe de l'hébreu. Non. Alors, j'ai entendu jaune, j'ai entendu rouge, j'ai entendu bleu. Ouais, ce sont les couleurs primaires. Donc, couleurs primaires qu'on retrouve dans l'arc-en-ciel. Donc, ce sont les couleurs incontestablement. Donc, le bleu, c'est la couleur en fait qui arrive le plus rapidement à l'iris. C'est la couleur qu'on perçoit le plus rapidement. Le rouge, c'est la couleur qu'on perçoit le plus lentement. Et le jaune, donc, c'est la couleur à laquelle on définit le soleil. Le soleil, dans la réalité, il est noir. Parce que c'est une réaction chimique permanente. Ce sont les rayons autour qui font qu'on le voit jaune ou blanc, enfin la lumière, mais à la base, il est noir. Parce que quand vous prenez de l'hydrogène pur, vous le consumez, ça va faire une boule noire. Il n'y a rien de plus qui va sortir. Donc, ça, ce sont les primaires. Les secondaires, donc exactement ce que j'ai entendu. Donc, le rouge plus le bleu, ça donne le violet. Le rouge plus le jaune, Ça donne du vert. ça donne du orange. Oh là là, alors là-bas, je vois mieux. Et donc là, il y a le vert. Donc les couleurs secondaires, ce sont les couleurs qui sont nées des couleurs primaires et qui ont aussi une symbolique. Par exemple, le violet, c'est la couleur de la créativité. Le rouge, où est-ce qu'on le retrouve souvent, le rouge? Quand vous regardez, pensez aux panneaux publicitaires. Interdit. Quoi d'autre? La Saint-Valentin. Quoi d'autre? La passion. Tout ce qui est violent. Le rouge, c'est beaucoup utilisé dans tout ce qui est fast-food. Parce que le rouge, ça, McDonald's, KFC, Quick, ils ont tous du rouge dans leur logo. Eh, c'est vrai ça. Et du jaune, parce que c'est une couleur qui excite, c'est la couleur qui excite le plus, avec le jaune. Waouh, les gars, ils ont Voilà, utilisé. Oh, stimulante. Donc quand on pense fast-food, il y a toujours du rouge et du jaune. Mais effectivement, il y a le sens interdit. Pizza J'ai Hut, entendu. c'est rouge. Voilà, il y a toujours du rouge. Tout C'est ce qui bien. est Coca-Cola. bouffe américaine, Coca-Cola. de poubelle, il y a du rouge. C'est vrai. Le bleu, on en a parlé tout à l'heure, donc les Marines, c'est tout ce qui est autorité. Les femmes, jusque dans les années 50, portaient du bleu, à partir de 50 ans, par exemple, parce que ça symbolisait l'autorité. Le vert, on en a parlé tout à l'heure, c'est la nature, c'est aussi la force créatrice. C'est un peu comme le violet. Donc après, là, vous avez l'opposé du rouge, c'est le vert, par exemple. L'opposé, donc, du... Pourquoi... Alors ici, j'arrive pas à voir l'orange, je suis trop près. Là, je le vois mieux. L'orange, il est à côté du rouge, mais elles sont disposées de manière à être des couleurs en opposé, en fait. Donc, c'est pour ça que le rouge et le vert, elles sont opposées et complémentaires aussi. Et ça, c'est un jeu qu'on utilise beaucoup dans la mode, en fait. Les couleurs opposées et complémentaires, et, pour créer des tissus aussi. Donc, on en revient encore à ce que je disais au départ, tout est manipulation. Mhm. Et après, mais sachez que le rouge, à chaque fois que vous pensez au rouge, ça veut dire c'est exciter les gens. Donc, Exciter tout ce qui est les gens, nourriture, par exemple, ils vont beaucoup utiliser le rouge. Tout ce qui est autorité, ils vont beaucoup utiliser le bleu. Le vert, ce sera tout ce qui sera en rapport avec la nature, plus ou moins. Vous ne verrez jamais Naomi Campbell en vert, par exemple, parce que sinon elle serait trop authentique. Ou en rouge, on ne la met jamais dans ces couleurs-là. Beyoncé, elle est en bleu sur la couverture du Vogue parce que c'est l'aristocratie, c'est l'autorité. Elle serait Et aussi trop en jaune. authentique. Elle serait trop authentique, elle serait trop roots, Ah, elle serait d'accord. trop sister, elle serait Ok. trop Lorraine Hill. Ok. C'est pour Voilà. ça qu'ils évitent de mettre les stars noires en vert en règle générale. Parce que vert, ça fait trop, je suis consciente de qui je suis. Ouais, voilà. Quand un noir se met en vert, ça dérange. Parce que c'est l'une des couleurs qui nous va le mieux. Je pense que j'ai pas vu vert. Donc le vert, c'est... Et donc les neutres, on en a parlé tout à l'heure, donc très brièvement, j'ai entendu, mais c'est le blanc, le noir, ce ne sont pas des couleurs, ce sont des valeurs. Et donc des valeurs ou des neutres. C'est-à-dire que si on en revient vous vous souvenez du triangle, enfin de l'étoile, si vous ajoutez du blanc sur le rouge, ça va donner du rose. Donc le rose n'est pas une couleur en soi, c'est du rouge auquel on a ajouté une valeur, qui est blanc. Donc bon après, il y a des termes plus techniques où on dit... Quand on veut dire le foncé, le clair, quoi, c'est des Exactement, valeurs. ce sont des valeurs. Et dans ces valeurs-là, on inclut également les marrons et les beiges. Donc quand on s'habille en noir, en gris, en marron, on n'a pas de couleur. On n'a aucune couleur. On est en neutre. Donc je vois dans la salle tout le monde porte du noir. Moi je me suis mis, ce qui est rare, je ne le mets jamais en noir. J'achète
rarement des chaussures noires, mais j'ai recommencé à en acheter. Mais pourquoi? Parce qu'il faut un système de miroir. Si je m'habillais en vert, le vert aurait dérangé. Psychologiquement, il y aurait eu un désaccord parce qu'aucun de vous n'a du vert ce soir, par exemple. Si ça avait été l'été, je suis sûre que quelqu'un aurait porté du vert. Mhm. Parce que les gens, on se dit c'est une couleur d'été. Alors que nous, en tant que noirs, on peut porter du vert l'hiver. Parce que ça a aussi un effet psychique sur nous. Le fait de voir certaines couleurs anime certaines choses dans notre subconscient. C'est pour ça qu'on parle de colorimétrie. Et qu'il y a des thérapies de la couleur aussi. C'est-à-dire la manière dont vous décorez le chez vous, les couleurs, etc. Ça influe sur votre mode de pensée. Si j'ai envie d'être créative, je vais porter beaucoup de jaune, je vais porter beaucoup de violet, beaucoup de vert. Parce que ça va stimuler certaines fonctions de mon cerveau. Pour en revenir à ce que les Égyptiens faisaient, ils portaient les mêmes couleurs, certaines couleurs. On en revient encore au vert de la créativité, etc. Parce que ça créait certaines choses, ça mettait en place certaines fonctions cérébrales. D'accord. Parce qu'un jour, moi, il n'y a pas longtemps, il y avait une petite vague de froid là. Et j'ai pas envie j'ai envie de mettre de la couleur tout de même s'il faisait froid. Et tous les gens que j'ai croisés, ils ont eu des réactions bizarres envers moi. Ils étaient contents. Oh, t'es jolie, t'as mis de la couleur. J'ai dit, qu'est-ce qui arrive aux gens aujourd'hui? Mais en quoi c'est un problème de mettre, pas un problème, mais en quoi c'est aussi choquant? C'était très choquant pour les gens que je porte de la couleur alors qu'il fasse froid. Et en même temps, il y avait d'autres qui étaient super contents. Oh, tu nous fais plaisir, tu veux de la couleur. C'est étrange comme réaction, mais bref, c'est pour confirmer ce que tu dis. Oui. S'habiller comme ça, même psychologiquement, c'est déprimant. Les gens étaient super contents que je mette. Le noir, c'est sacré, mais dans une. C'est pour ça, parce que c'est sacré, il y a une manière de le porter. Mhm. Et il faut le porter dans certains tissus aussi. Mais le porter tout le temps, parce que le noir, ça absorbe. Donc, quelque part, vous croyez que vous êtes neutre, mais vous n'êtes pas neutre. Parce que vous attirez les énergies des autres, vous attirez le regard, par cette apparente neutralité. Alors que quand vous mettez de la couleur, c'est vous susciter autre chose dans le regard des autres. Et vous-même, ça. Parce que le contact aussi, parce qu'il faut pas croire. Vous savez que la lumière, les couleurs, ce sont des rayons qui viennent du soleil. Vous savez qu'il y a certains animaux, le serpent ne voit pas la couleur, par exemple. Les chevaux ne voient pas la couleur non plus. Donc, nous, on voit la couleur, mais à différents degrés. Il y a des gens qui voient mieux la couleur que d'autres. Par exemple, est-ce que vous saviez que les blancs, les caucasiens, rêvent en noir et blanc, ils ne rêvent pas en couleur? Oui, ils ne rêvent pas en couleur. Ils rêvent en noir et blanc parce qu'ils n'ont pas de mélanine. Nous, on a la mélanine. Qu'est-ce que c'est que le noir? Bon, nous, on n'est pas noir, on est marron déjà. C'est faux de dire qu'on est noir. J'y crois pas. Mais le noir, c'est toutes ces couleurs, sauf le blanc, qui est une valeur, qui est son opposé. Donc, ces gens-là, ils n'ont pas toutes ces couleurs-là en eux, ils n'ont pas la mélanine. Donc, ils ne peuvent pas rêver en couleur. Donc, c'est un luxe que nous avons de rêver en couleur. Demandez à un blanc, ton rêve, il rêve en noir et blanc, il ne rêve pas en couleur, c'est pas possible. Donc, nous, on a le on a HD. Full HD. Full HD. C'est pour ça que c'est très important. C'est pour ça que le rôle de la couleur, pour nous, même lorsqu'on la porte, c'est très, très important. J'arrive pas à croire qu'ils rêvent en noir et blanc. Les métis, ça dépend du gène qui domine en eux, en fait. Ouais, il y a des gènes qui dominent plus que Le gène, et d'autres. après, c'est spirituel aussi, ça dépend des connexions spirituelles. C'est-à-dire que s'ils se sentent plus, ils sont plus attirés par leurs ancêtres noirs, ils auront tendance à rêver en couleur. Et après, ça dépend aussi de leur mère. Parce que, bon, ça après, on en revient encore à l'Égypte ancienne, mais génétiquement, on prend la race de la mère. C'est pour ça que Bob Marley, on dit que c'est un Jamaïcain. Et que Obama, Obama, c'est pas Ça un métisse. Enfin, sa mère Pas est mal, blanche. oui. Donc, on prend techniquement la... C'est même pas techniquement, c'est génétiquement, on prend la race de la mère. Pourquoi? On revient encore à la généalogie d'Isis. Donc la Génésis. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça la généalogie d'Isis. Parce que la vraie généalogie, ce qui existe encore, vous connaissez Shaka Zulu, et la légende avec sa mère Zinga. Zinga avait une sœur jumelle. Et donc c'est Zinga et sa sœur qui ont tué Shaka Zulu. Parce que Shaka Zulu ne leur obéissait plus, elle ne voulait pas que Shaka Zulu soit tué par les Sud-Africains. Mais si Shaka Zulu avait été une femme, il serait encore vivant, sa lignée aurait perpétué, se serait perpétué. Parce que ce que les Égyptiens pensaient, c'est que déjà les femmes, génétiquement, on est XX et les hommes sont XY. Bon, ça c'est une parenthèse. Hein. Mais c'est une parenthèse très importante parce que ça reflète la conception de la colorimétrie aussi. Pourquoi est-ce qu'il y a des couleurs secondaires qui étaient plus appropriées aux hommes et aux femmes, etc.
Donc XX, ça veut dire que génétiquement, vous savez que quand on fait ça, en fait le Y, c'est un X qui a perdu un pied. Donc nous sommes plus complètes qu'eux. Donc le matriarcat, ou la généalogie par la mère, est la généalogie dominante d'une tribu. C'est pour ça qu'il y a 500 ans, enfin il y a à peu près 2000 ans, quand ils ont commencé, ils ont forcé le métissage sur notre population. En multipliant les viols. C'est ce qu'ils continuent à faire au Zaïre, c'est ce qu'ils continuent à faire en Haïti. C'est-à-dire l'armée américaine viole les femmes en Haïti. Ou les casques de l'ONU, en échange de nourriture, bah, si elle a un enfant à nourrir, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas laisser l'enfant mourir. Donc la généalogie par la mère est extrêmement importante. Donc quand une femme noire a un enfant noir qui est une fille, la ligne, sa continuité Perdure. Voilà, perdure. Si elle a un garçon, le garçon, lui, il est la continuité de son père. Donc c'est pour ça que quand vous regardez même dans le cas des métis garçons, si le père est blanc, le gars il sera perdu, ce sera Lenny Kravitz. Bon maintenant, si le père est blanc et qu'il grandit dans un contexte de blanc, attention, parce qu'il y a Bob Marley, mais Bob Marley il a dit à son père, non, non, moi je veux rester avec maman. Donc il est resté, il a grandi, il avait plus d'affinité avec sa mère. Mais quand ils ont peu d'affinité avec leur mère, ça devient des Lenny Kravitz. Et inversement, quand on regarde les Alicia Keys, même si elle appelait son fils Égypte, ça c'est parce qu'elle a rencontré un chanteur qui s'appelle Malifal, mais autre parenthèse, mais avant, elle était ce qu'on appelle une neutroïde, c'est-à-dire issue de mère blanche, elle n'a pas connu son père. C'est comme Obama quand on dit que c'est un noir. Mais il a passé combien de temps dans la communauté noire? Le gars il a grandi à Hawaï, en Asie, avec une mère blanche, son père africain, il n'a jamais vu. Il n'a rien à voir avec nous. Il n'a absolument rien à voir avec nous. Et sa C'est sa femme. femme qui apporte un peu plus de valeur parce qu'elle elle est noire. donc- Oui, mais c'est une femme noire qui a adopté complètement les valeurs de l'Occident. Mais sa famille. On ne va pas vous positionner à ce niveau-là si vous parlez de panafricanisme. Je veux dire, ça c'est même quand on regarde la généalogie d'Obama, je veux dire, c'est un personnage qui a été fabriqué de toutes pièces. On va nous faire croire que son père, qui était étudiant africain, qui a eu un visa, comme par hasard il avait que ça à faire, dans les années 60, il allait faire la même chose en Asie. Non, le gars, il avait été choisi. Et puis, comme par hasard, c'est un afro... c'est vraiment... Obama, c'est le caractère... Il est afro-américain. Et c'est le mec qui... bon, il n'a pas grandi dans un contexte afro, parce que sinon, il aurait subi le racisme. Il a grandi à Hawaï, où il n'y avait pas de frottement entre blanc et noir. Il n'est pas afro-américain, c'est-à-dire il n'est pas descendant d'un afro-américain. C'est pas Kunta Kinte. Lui, c'est un père qui vient d'Afrique, immigré. Donc, il n'a pas de rancœur vis-à-vis de l'américain blanc, parce qu'il n'a pas subi la ségrégation raciale. Donc comment vous voulez qu'il n'est pas représentatif? Absolument pas. Et sa femme, bah écoute, elle a grandi dans une cité à Chicago, elle essaie de s'en sortir. Elle s'en est sortie. Donc c'est pas quelqu'un qui va contester le système. On sait très bien que ceux qui avancent par la réussite scolaire, ce sont même les Senghor, sont ceux qui nous trahissent le plus, qui seraient prêts à tout. Donc c'est ce que ça a donné au Brésil. Que des métis, bon d'accord, lequel s'est mis de notre côté? Historiquement, aucun. Parenthèse pour en revenir au... C'est pour ça qu'on appelle les métis neutroïdes. En langage photographique, on les appelle quand on... Allô, je veux un modèle, vous voulez un modèle comment? Caucasien, et les métis on dit neutroïdes. Qu'ils soient eurasiens ou afro, on dit neutroïdes parce qu'ils sont neutres. C'est des passe-partout. C'est ça que quand vous regardez les couvertures magazines, bon là j'ai pas... Mais les magazines occidentaux, de plus en plus, on regarde ces neutroïdes-là, passe-partout. Parce que ce qu'on appelle métis, ce qu'ils nous font croire, c'est métis premier degré. C'est-à-dire le père est blanc ou un noir, un blanc. Eux sont des métis. Parce que la vraie race, comme je disais, c'est Benetton, c'est blond aux yeux bleus. La vraie race blanche, c'est les blonds aux yeux bleus. Tout le reste, C'est que des il y a eu du métissage parce qu'il y a eu l'invasion... des guerres et tout. Voilà. Tout le reste, c'est pas des blonds aux yeux bleus. Parce que quand vous regardez les Italiens, les Grecs, tout le pourtour méditerranéen, ils ont les mêmes maladies. Ils ont la drépanocytose que le Scandinave n'aura jamais, ou l'Asiatique n'aura jamais. Donc, c'est fini. Autre question? Vous avez des questions?